Thanos avait raison. On l'a entendu souvent celle-là depuis Avengers Infinity War. Certes ironiquement, mais quand même. Le discours sous la pluie de Roy Batty dans Blade Runner, ou d'autres grands moments d'antagonistes auront pu nous faire avoir de l'empathie envers eux ou leur cause. Et on vous dira souvent que pour qu'un antagoniste soit bon, il faut pouvoir le comprendre. Mais est-ce là le seul, voire le bon critère? Qu'est-ce qui définit un bon antagoniste? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Avant de démarrer, si d'aventure la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un pouce bleu. Ça soutient énormément la chaîne et surtout, ça fait super plaisir. Puis, n'hésite pas à venir dire coucou sur Twitch aussi. Et voici les œuvres que je vais spoiler pendant cette vidéo. Des timecodes sont présents si vous voulez éviter les spoils, mais vous voici prévenus. Bref, commençons. Pour définir comment faire un bon antagoniste, il faut d'abord qu'on en donne la définition. Mot qui vient littéralement du grec ancien, big up au Socrate, il signifie celui qui s'oppose, qui est le contraire. Bon, et ce titre d'épisode de Friends, il s'oppose est le contraire de quoi? Bah, vous l'aurez vite compris, du protagoniste. Bon bah, protagoniste, ça veut dire quoi? Toujours comme dans un titre d'épisode de Friends, le protagoniste c'est celui qui a le rôle principal, celui qui est l'instigateur. On va pas partir à balle sur la notion de protagoniste, de héros, etc. Ça aura sa propre vidéo plus tard. Mais basiquement, dans un système narratif, on a donc le protagoniste, notre héros. On reviendra un peu sur le vocabulaire héros, vilain, tout ça plus tard, qui est le moteur de notre histoire. Et l'antagoniste, notre vilain, celui qui s'oppose, est celui qui bloque ce moteur. Alors maintenant, c'est important de faire une petite précision lexicale. C'est quoi la différence entre protagoniste et héros, ou dans la même idée, entre antagoniste et vilain? Bon, basiquement, héros et vilain sont des sous-catégories des protagonistes et antagonistes, mais généralement, ce qui s'applique pour l'un s'applique pour l'autre. Donc, on va souvent passer d'un terme à l'autre pour pas se répéter. J'ai dit que la précision était importante principalement pour pas qu'on attrape ma veste. Mais vraiment, c'est pas si important pour aujourd'hui. Attention tout de même, un protagoniste pouvant être un méchant et un antagoniste un gentil, qu'il y a des notions comme l'anti-héros qu'on a déjà traité dans une autre vidéo, ne tombons pas dans le protagoniste égale gentil, antagoniste égale méchant, s'il vous plaît, même si, pour la clarté des exemples aujourd'hui, c'est beaucoup ça quand même. Mais l'implication implicite de tout ce que l'on a dit plus tôt, ça peut aussi vouloir dire que l'antagoniste n'est pas un personnage, comme dans Seul sur Mars, où le protagoniste incarné par Matt Damon a pour principal obstacle dans sa quête de survie l'inhospitabilité de la planète, qui n'est pas une barre chocolatée, contrairement à ce que pourraient penser certains. La planète est donc techniquement un antagoniste, bien qu'elle n'ait pas spécialement de motivation en elle-même, vu que c'est une planète. Ça ne rend pas l'histoire inintéressante, car étant un antagoniste à part entière, les obstacles sont présents à la progression de notre héros. Cependant, si on applique stricto sensu la définition de l'antagoniste, il n'existe pas réellement de mauvais antagonistes. Pour cela, il faudrait que l'entité définie comme opposante ne s'oppose pas, qu'il soit plus vecteur d'aide que d'opposition. Et par définition, ça ne serait donc pas un antagoniste. Alors j'ai cherché, et à part des œuvres comiques qui jouent volontairement avec cette définition pour pondre un antagoniste ridicule, tous ceux auxquels j'ai pu penser faisaient quand même preuve d'opposition. Aussi mauvaise soit-elle, mais opposition tout de même. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un vilain qui pourrait fit un tant soit peu tout de même dans la définition stricto sensu du mauvais antagoniste. Je demande la VAR. L'espion, c'est moi. Quoi? Et effectivement, Hux,
dans la postlogie Star Wars, apporte non seulement son aide au héros, et ce sans aucune repentance menant à une redemption arc, même si, comme je le disais plus tôt, techniquement il s'oppose par moments, mais c'est vrai que c'est un très mauvais antagoniste pour de bien nombreuses raisons. Mais après, j'ai pas trop envie de taper sur lui parce qu'on va dire que je tire trop sur l'ambulance qu'est Star Wars 9. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Bon, on va quand même faire ça, mais on va faire ça vite. Il y a bien plus intéressant à déballer après. Mais on passe pas à côté d'une raison de taper sur Star Wars 9. Alors déjà, je sais qu'on a de plus en plus de mal à reconnaître les nazis, mais quand même, fallait peut-être faire un peu de renouveau par rapport à la trilogie originale. Ensuite, à part pleurnicher sur Kylo Ren et repartir la queue entre les jambes, il n'a aucune action significative en 3 putains de films. Sa trahison n'a aucun putain de sens, donc au final, il a plus servi à aider les héros sans avoir jamais été une réelle menace pour eux à aucun moment. Alors j'ai pas été dans les détails, vous me pardonnerez, mais c'est mauvais pour ma tension quand je parle de Star Wars 9. Bon très bien, mais allons plus loin dans la réflexion sur cette notion d'obstacle. Celui qui s'oppose, qui est le contraire, comme on le disait plus tôt, doit donc parsemer d'embûches le parcours de celui qui est l'instigateur. Alors, cette opposition peut avoir plusieurs manifestations, plus ou moins actives ou passives. Alors, actif et passif, ce n'est pas agir ou non dans ce contexte, mais plus si l'opposition est engagée directement contre notre personnage ou qu'elle est plus ou moins fortuite. Typiquement, prenons Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Il veut détruire l'anneau unique de Sauron. Sauron, lui, il veut récupérer cet anneau, justement. En plus de foutre le sbeul dans la terre du milieu. Il y a donc opposition directe sur l'objectif principal. Alors que, dans une œuvre tout aussi épique et génialissime, Sacha Dubourg-Palette, il veut devenir le meilleur dresseur. La Team Rocket, ils veulent lui voler son Pikachu. C'est relou. C'est un obstacle dans sa quête. Mais ce n'est pas une opposition directe. C'est une embûche à son objectif. Parce qu'il a besoin de son Pikachu. Mais ils vont pas l'affronter à la finale de la Ligue Pokémon. Par contre, ça ne veut pas dire que la motivation de l'antagoniste n'a pas d'importance. Bien au contraire. On parlait plutôt du Thanos avait raison. Bon, c'est plus un mème qu'autre chose, mais c'est assez symptomatique du fait qu'un méchant marquant a généralement des motivations fortes. Pour rester dans le MCU, prenons l'exemple de Killmonger dans Black Panther. Film encensé par la critique et jouissant d'un succès populaire, l'une des principales qualités ressortant de l'œuvre est son antagoniste. Car bien que condamnable sur ses méthodes, sa motivation résonne chez certaines personnes. À savoir le fait que le Wakanda, mené par Black Panther, soit riche et prospère en tant que pays, avec une population noire qui ne vit pas de discrimination ni d'injustice, mais que ceux-ci ne viennent pas en aide aux gens qui leur ressemblent en dehors du Wakanda, qui n'ont pas tant de chance. Tout ça pour protéger leurs secrets. Et donc il veut sortir le Wakanda de cette situation pour venir en aide aux autres. Et être au pouvoir et financer le terrorisme aussi, mais ça on y reviendra plus tard. T'Challa est tiraillé vis-à-vis de l'ouverture du Wakanda et l'idée d'apporter de l'aide aux autres pays. En effet, son père était artisan de cette fermeture et il veut respecter sa volonté. Mais son love interest Nakia le fait réfléchir là-dessus. Cependant, Eric, son antagoniste, est celui qui pousse cet agenda et lui mettra des bâtons dans les roues vis-à-vis de son attentisme sur cette situation. Jusqu'à lui prendre le pouvoir des mains en le vaquant en combat singulier. Et c'est ainsi qu'il est mis en mouvement l'ouverture du Wakanda, qui nous est quand même présenté comme une bonne chose dans le grand ordre du monde. Ce qui prouve qu'il est une opposition efficace vu qu'il réussit, en ayant fait preuve de force et d'intelligence pour en arriver jusque-là. Du coup, jamais tu ne te dis en tant que spectateur « Putain, il est trop con cet antagoniste !» Car rien n'est pire qu'un antagoniste dont la menace retombe comme un soufflet ou qui n'a pas été une menace du tout. Je pourrais vous parler de Rebel Moon pour ça, avec un empire galactique qui arrive à perdre contre 30 pécores, le trope classique du méchant qui fait son monologue au lieu de tuer les héros, ou tant d'autres parce qu'ils font toutes les conneries dans ce film, mais vous voyez l'idée et j'ai vraiment pas envie de m'imposer un revisionnage de cette chose pour en parler en détail ici. A contrario, Killmonger est vraiment une menace car il défait T'Challa une première fois et ne perd pas à cause de bêtises mais grâce à des tours de force du héros. Et sa mort est par conviction, renforçant notre respect envers lui.
Bon, vous pourriez dire que je fais quand même un portrait vachement élogieux de Killmonger là. Mais ce serait oublier ses actions archi-violentes qui ont certes un but louable, mais qui ont derrière des implications archi-violentes. Et une volonté de destruction, le tout mené par un but de vengeance et de haine. En termes de valeur, c'est pas foufou quoi. Mais c'est ce qui permet de vraiment le séparer de T'Challa, et que bien que l'on ait de l'empathie pour lui et sa cause, il reste destiné à perdre face au protagoniste et à ce qu'on ne soit pas trop déçu par sa défaite. C'est globalement ce que décrit Bolchevique dans Le Syndrome Magneto, parlant d'un autre méchant Marvel souvent de la même condition. À la fois une excellente vidéo et un excellent bouquin que je vous recommande. On a donc un antagoniste dont on ressent une sympathie pour la quête, mais dont on veut, dans une certaine mesure, la défaite, qui pose de nombreux problèmes au héros, à la fois physiquement et moralement, et le poussant à évoluer pour le défaire sur ces deux domaines. Et c'est comme ça que l'on comprend pourquoi Killmonger a eu son effet sur les critiques et le public. Bon, par contre, on parle d'un antagoniste qui serait bon parce qu'il serait compréhensible, parce qu'on a de l'empathie. Mais là, de tête quand même, j'ai un autre méchant très populaire et considéré comme très réussi qui me revient là. Mais on va pas trop se pencher sur le cas du Joker parce qu'on a traité d'assez de méchants de super-héros. Mais c'est vrai que pour comprendre qu'un excellent antagoniste n'a pas forcément besoin d'être de bonne volonté, c'est un très bon exemple. Mais parlons plutôt d'un autre antagoniste qui a fait grand bruit ces dernières années, surtout que pas grand monde ne s'attendait à en voir un d'une aussi bonne qualité dans ce film-là. Tout d'abord, plaçons l'œuvre. Le Chapeauté 2 est la suite du Chapeauté. Jusque-là, ça va. Alors, pas besoin d'un récap du premier film, tant il est dispensable, ce qui crée la surprise quand le deuxième est sorti avec sa direction artistique inspirée, son animation débordante de vie, ses personnages attachants et son antagoniste flippant. Pour le coup, on y suit un Chapeauté qui a fait les 400 coups mais qui est surtout arrivé à la dernière de ses 9 vies. Et ça le terrifie. Il n'est réellement plus que l'ombre de lui-même. Lui, l'impétueux, le téméraire, le sans peur, le brave et inarrêtable, est à l'arrêt. Mais pourquoi ? Parce qu'à sa dernière vie, après l'avoir trompé 8 fois, la mort vient pour lui. Et oui, l'antagoniste du Chapeauté 2 est la mort elle-même. Et la mort n'a qu'un but, emporter ce chat qui, malgré le fait d'avoir eu plusieurs vies, ne les a pas considérés à leur juste valeur, n'a vécu que pour son ego surdimensionné en se pensant au-dessus de la mort. Bref, faisons le point. En termes d'opposition d'abord, le Chapeauté ne veut pas mourir. La mort veut le voir mourir. On peut dire qu'on est sur une opposition plutôt directe et sans trop d'ambiguïté. Mais qu'est-ce qui en fait un bon antagoniste du coup ? Bah déjà, il représente une terrible menace. Au début du film, on nous présente la célèbre boule de poil comme un épéiste hors pair que personne ne peut atteindre à l'épée et comme étant sans peur. Première scène de notre antagoniste, il fait saigner le Chapeauté avec son épée et le fait hérisser son poil de peur. Et pour le reste du film, rien que l'évocation de notre antagoniste crée des crises d'angoisse à notre protagoniste. L'établissement du Chapeauté a permis de placer la mort comme au-dessus, comme trop forte, inéluctable, instoppable, au point que notre héros ne puisse rien faire. Mais, en vrai, avant de continuer, passons sur un autre petit cas. Faisons un tout petit mini rikiki détour vers Westeros et la fin de Game of Thrones. Bon, vous le savez, j'aime pas tirer sur l'ambulance, mais... On est là pour lui défoncer sa race à l'ambulance. Bon, alors la scène en question. Bon là, on assiste à la mort de l'antagoniste de la plus grande série des années 2010. Et à part, si vous avez vécu dans une grotte ces dernières années, vous avez sûrement entendu parler du fait que la fin de Game of Thrones fut une déception à bien des niveaux. Et cette scène caractérise grandement le pourquoi de cette haine envers cette fin, de par le traitement de son antagoniste. Alors lui, c'est le Night King.
ou le roi de la nuit dans la langue de Merwan Ben Lazar. Lui et ses marcheurs blancs sont la menace primordiale de cet univers. Le premier élément qui nous est introduit dans la série. Et en termes de faire flipper pour relier avec notre copain la mort, bon, le mec possède une armée de morts vivants, a même un putain de dragon zombie et a résisté à l'une des deux seules faiblesses que l'on connaissait de son espèce, le feu. Et le feu d'un dragon en plus. Et en termes d'opposition entre protagonistes et antagonistes, bon, sur Game of Thrones, on pourrait arguer qu'il y a plusieurs protagonistes. Donc basons-nous sur l'antagoniste comme base. Donc ici, le Night King veut conquérir le monde et tuer tous les vivants. Du coup, Arya, que l'on voit ici, elle est pas trop chaude et veut survivre. Donc opposition, donc elle le bute. L'antagoniste et son armée détruite, en one shot, on peut dérouler la fin, allez ciao. Bon, je pense que vous voyez le problème, mais laissez-moi l'expliciter. Bon, si vous avez vu la série, vous voyez le problème. Arya n'est personne pour le roi de la nuit. Le roi de la nuit, bon, c'est le grand méchant pour Arya, mais jamais ils n'ont eu de scène ensemble avant celle-là. Il n'y a jamais eu d'opposition de valeur entre les deux, d'opposition d'idées. Le problème ici n'est pas la motivation de l'antagoniste, mais le manque de lien dans l'opposition des motivations entre eux. Revenons-en donc au chapeauté 2 et de son antagoniste, la mort. Contrairement à l'exemple de Game of Thrones, nos personnages sont déjà liés. La mort a un compte à régler avec notre petit félin. Là où en général la mort est inéluctable et impersonnelle dans les œuvres de fiction quand elle est personnifiée, ici elle n'a qu'un but, abattre l'ennemi. Mais elle n'a pas envie d'attendre l'heure prévue pour le chapeauter. C'est une affaire personnelle. Ce qui fait d'ailleurs que la survie du chapeauté est plausible, car ce n'est pas l'heure prévue de sa mort. Mais ça c'est plus du détail pour comprendre pourquoi il ne se fait pas one shot en passant, c'est cadeau. Le loup lui dit lui-même, c'est personnel. Tout ça n'étant pour le coup pas forcément un but noble, vous en conviendrez. Donc déjà, un lien est fait entre les deux personnages. Et la mort qui veut littéralement sa mort, bon c'est quelque chose quand même. Et dur de temps dépêtrer. Et comme dit plus tôt, il veut sa mort du fait qu'il n'avait aucune considération pour la vie. La sienne comme celle des autres. Son arrogance lui aura fait gâcher ses 8 précédentes vies. Ses relations avec les autres auxquelles il n'aura tout simplement pas prêté assez attention. Et notre chapeauté devenu pitoyable face à cette menace ne va pas gagner juste à la puissance d'un coup de surin face à cette menace. Il va d'abord prendre conscience de ses fautes, les confronter et les dépasser. Suite au contact de la mort, il va passer de celui qui n'a aucune considération pour la vie et les autres à celui qui a trop peur de la mort pour vivre. Puis enfin à celui qui va se battre pour sa vie et celle des autres. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à défaire la mort et à lui faire abandonner son objectif, car le chapeauté n'était plus la même personne que celui-ci pourchassait. Je trouve cet exemple terriblement parlant, car il montre vraiment bien ce qui fait un bon antagoniste, et tout s'applique aussi à Killmonger pour le coup. Des antagonistes qui sont de vraies oppositions, qui sont un danger pour notre protagoniste, comme la définition l'appelle, mais surtout une opposition idéologique qui pousse le protagoniste à se dépasser plus que physiquement, à devenir une autre personne, ayant évolué et possiblement le spectateur avec lui. Alors pour répondre à la question posée en début de vidéo, un bon antagoniste est foncièrement lié à ses motivations. Alors, pas seulement, certes, il faut qu'il semble proposer une réelle opposition aussi, que l'opposition qu'il représente semble sérieuse. Mais l'important n'est pas que l'on ait une compréhension en termes empathiques de cet antagoniste, mais une compréhension de son ampleur et de pourquoi celui-ci apporte un changement à la vision du protagoniste et à la nôtre. Et c'est cette confrontation de vision, amenant à l'ascension de l'un et la destruction de l'autre, qui nous permet d'avoir de grands antagonistes, au-delà de toute notion de bien, de mal, de chaos ou d'empathie. Bon alors, d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, peut-être me parler de vos antagonistes favoris, me demander peut-être des petites précisions parce que j'ai fait des légers raccourcis dans la vidéo pour pas que ça dure 3-4 heures. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, à vous abonner, tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir, à venir faire un petit coucou sur Twitch. En tout cas, je vous remercie beaucoup et aussi petite précision, merci beaucoup à Bolchegeek et Filmento qui
De par leurs travaux m'ont aidé à mettre des mots sur certaines choses. Des bisous, à la prochaine.